Le jour du mariage de ma sœur, on m'a exigé 15 000 € pris sur les économies de ma fille pour payer le traiteur. J'ai refusé. Ma mère a hurlé, « Tu es une égoïste ». Alors, ma sœur a sauvagement traîné ma fille de 9 ans par les cheveux, l'a frappée contre un mur et l'a jetée de l'estrade. La petite hurlait de douleur. Mais quand la porte s'est ouverte, ma sœur est devenue blême et a commencé à trembler. Je m'appelle Solange, j'ai 35 ans, et je vais vous raconter la journée qui a fait voler ma famille en éclats. Le jour du mariage de ma propre sœur, on m'a exigé de sacrifier l'avenir de ma fille pour payer un traiteur. Quand j'ai refusé, ma mère m'a hurlé que j'étais une égoïste. Et puis ma sœur, Corinne, a attrapé ma fille de 9 ans par les cheveux, lui a frappé la tête contre un mur et l'a jetée de l'estrade. Le cri de ma fille me hante encore. Mais le pire, c'est ce qui s'est passé juste après, quand la porte s'est ouverte et que le visage de ma sœur s'est décomposé par la panique. Avant que je vous plonge dans les détails de cette journée infernale, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est une façon pour moi de me sentir moins seule en partageant cette histoire. Et si, comme moi, vous pensez que la famille devrait être un refuge, un lieu de protection et non de destruction, alors s'il vous plaît, laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne. Votre soutien compte énormément. La vie de mère célibataire n'est pas toujours facile, mais depuis 5 ans, Élise et moi, nous nous sommes construits un petit monde bien à nous. Notre appartement sous les toits de la Croix-Rousse, à Lyon, n'est pas grand, mais chaque recoin respire notre amour. La chambre d'Élise est mon endroit préféré. Les murs sont couverts de ses dessins, des explosions de couleurs qui racontent ses rêves. C'est une petite fille de 9 ans avec une âme d'artiste et un cœur bien plus grand qu'elle. Elle passe des heures à peindre des aquarelles, à fabriquer des cartes pour les gens qu'elle aime. Ses professeurs disent souvent qu'elle a une empathie rare pour son âge, qu'elle est toujours la première à consoler un camarade en pleurs. Parfois, en la regardant dormir, je me demande comment j'ai eu autant de chance. Après mon divorce, je me suis fait une promesse. Une promesse silencieuse mais sacrée. Élise ne manquerait jamais de rien, surtout pas d'opportunités. C'est pour ça que j'ai accepté un deuxième travail, le week-end, dans un café du quartier. Chaque euro supplémentaire, chaque pourboire, allait directement dans ce que nous appelions notre « bocal à rêve ». C'était une grande jarre en verre posée sur le buffet du salon. Pendant 5 ans, nous l'avons rempli, pièce par pièce, billet par billet. Ce bocal contenait bien plus que de l'argent. Il contenait mes heures de sommeil en moins, mes déjeuners sautés, mes refus polis aux invitations de mes amis. Il contenait la promesse de ses études supérieures, de son avenir. Il y a 2 mois, nous avons atteint notre objectif, 15 000 €. 15 000 € qui représentaient notre espoir, notre fierté, et mon amour infini pour elle. Ma relation avec ma famille, c'est une autre histoire. Ma mère, Geneviève, n'a jamais vraiment caché sa préférence pour ma sœur cadette, Corinne. J'étais la responsable, la pragmatique. Corinne, elle, était l'étoile, encouragée à rêver en grand. Cette dynamique a perduré à l'âge adulte. Corinne avait décroché un poste important dans le marketing, vivait dans un appartement luxueux à la Presqu'île et ne portait que des vêtements de marque. Elle a enchaîné les conquêtes, toutes plus riches les unes que les autres, jusqu'à Bastien, l'héritier d'une famille très connue dans la région. Ma mère était aux anges. Moi, malgré nos différends, j'étais sincèrement heureuse pour ma sœur. Je lui souhaitais un mariage magnifique et une vie heureuse. C'est ce que je croyais, en tout cas. C'est ce que je me répétais, lorsque je recevais ses appels pour se plaindre de la couleur des fleurs ou de la coupe de sa robe à 20 000 €. Je ne savais pas encore que ce mariage de rêve allait devenir mon pire cauchemar. Les préparatifs du mariage de Corinne sont rapidement devenus le centre de l'univers de ma mère. Chaque conversation téléphonique commençait par « ta sœur a choisi » et se terminait par un soupir sur le coût exorbitant de ses exigences. Le lieu a été changé 3 fois, chaque château étant plus somptueux et plus cher que le précédent. La liste des invités est passée de 100 à 300 personnes. Corinne voulait un mariage de princesse, et ma mère était déterminée à le lui offrir, même si cela semblait dépasser leurs moyens. Environ 1 mois avant le grand jour, Corinne m'a appelé. Sa voix était mielleuse, presque enjôleuse, ce qui aurait dû m'alerter. « Solange, ma grande sœur chérie,
j'ai besoin de toi. Je vais faire les derniers essayages de ma robe chez le créateur et j'aimerais ton avis. J'ai été surprise, et flattée, je l'avoue. Elle ne me demandait jamais mon avis sur rien. J'ai trouvé une babysitter pour Élise et je l'ai rejointe dans une boutique extravagante de la rue Auguste-Comte. L'endroit était intimidant, silencieux, avec des robes exposées comme des œuvres d'art. Corinne était resplendissante dans une robe qui coûtait probablement le prix de ma voiture. Elle se pavanait devant les miroirs, attendant mes compliments. J'ai été sincère. Tu es magnifique, Corinne. Vraiment. C'est à ce moment-là qu'elle a fait son petit numéro. Un vendeur nous a apporté 2 coupes de champagne. Corinne m'en a tendu une. Trinquons à mon bonheur, sœurette. Alors que je regardais distraitement une autre robe sur un mannequin, elle a fait un mouvement brusque, comme si elle avait trébuché sur le tapis épais. La totalité de sa coupe de champagne rosée s'est renversée sur le devant de la seule et unique robe de soirée que j'avais achetée pour son mariage. C'était une robe simple, en soie bleu marine, que j'avais trouvée en solde après des mois d'économie. La tache rose et collante s'est étalée sur le tissu, comme une blessure béante. « Oh, ma pauvre Solange, quelle maladresse !» s'est-elle exclamée, avec une fausse compassion dans la voix. « Je suis tellement désolée. » Elle a tamponné la tache avec une serviette en papier, ne faisant qu'aggraver les dégâts. « Ne t'inquiète pas, a-t-elle ajouté avec un petit sourire en coin. Tu trouveras bien une petite robe simple chez Camaïeu, ça ira très bien avec ton style. Le venin était là, caché sous une couche de sucre. Elle venait de m'humilier, de saboter ma tenue et de me rappeler ma situation financière inférieure à la sienne, le tout en un seul geste prétendument accidentel. Une vague de colère m'a submergée. J'ai eu envie de lui crier ma haine, de lui jeter ma propre coupe au visage. Mais j'ai vu son regard, un éclair de triomphe dans ses yeux. C'est ce qu'elle voulait. Une scène. Une excuse pour me traiter d'hystérique. Alors j'ai ravalé ma rage. J'ai souri, un sourire qui m'a coûté toutes mes forces. Ce n'est rien, Corinne. Ce n'est qu'une robe. En rentrant chez moi ce soir-là, une vieille douleur est remontée. Le souvenir de mes 16 ans, quand Corinne avait, accidentellement, renversé de l'encre de Chine sur mon dessin pour le concours d'entrée aux Beaux-Arts, la veille de la date limite. Les mêmes fausses excuses, le même plaisir sadique dans le regard. J'ai compris que rien n'avait changé. Elle ne pouvait pas supporter que j'aie quelque chose de joli, quelque chose à moi, même pour une seule soirée. Quelques jours plus tard, Élise a passé tout un après-midi à peindre une magnifique carte pour sa tante. Des fleurs des champs, délicates et colorées. À l'intérieur, elle avait écrit de sa plus belle écriture. Pour Tati Corinne, je suis si heureuse pour ton mariage. Nous l'avons donnée à Corinne lors d'un déjeuner de famille. Elle a à peine jeté un coup d'œil à la carte, l'a posée sur le coin de la table à côté d'une pile de magazines, et a continué à parler du plan de table. J'ai vu la déception dans les yeux de ma fille. Mon cœur s'est serré. Ce petit acte de méchanceté gratuite envers une enfant était peut-être pire que l'incident de la robe. C'était un avertissement. Mais ce n'était qu'un avant-goût de l'enfer qu'elle et ma mère allaient bientôt me faire vivre. 2 semaines avant le mariage, le téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix, habituellement enjouée lorsqu'elle parlait de Corinne, était étrangement sérieuse, presque glaciale. « Solange, il faut qu'on se voie. Toutes les 3. C'est urgent. C'est à propos du mariage. » Elle m'a donné rendez-vous le lendemain soir au Célestin, le restaurant panoramique de l'hôtel Radisson Blu, au sommet de la Tour Crayon. Un endroit où un seul plat principal coûte le budget de mes courses pour une semaine. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé. « On en parlera demain », a-t-elle répondu sèchement avant de raccrocher. Le lendemain, j'ai dû emmener Élise avec moi, ma babysitter habituelle étant malade. Quand nous sommes arrivés, ma mère et Corinne étaient déjà installées à une table près de la fenêtre, un cocktail à la main, dominant les lumières de Lyon. Leurs visages étaient fermés, tendus. « Désolée, je n'ai pas trouvé de solution pour Élise », me suis-je excusée. Ma mère a à peine jeté un regard à sa petite fille. « Cette conversation est pour les adultes, Solange. »« Je serai sage, mamie », a murmuré Élise, sortant son carnet de croquis. Le début du repas fut une mascarade. Elles ont parlé de la météo,
des dernières retouches de la robe, de futilité. Elle créait une tension, jouait avec mes nerfs. J'ai essayé de me détendre, me disant que j'avais peut-être surinterprété le ton de ma mère. C'est après les plats principaux, lorsque les assiettes ont été débarrassées, que le piège s'est refermé. Ma mère a posé ses couverts et m'a regardé droit dans les yeux. Solange, nous avons un très, très gros problème. Et tu es la seule à pouvoir nous aider. Corinne a enchaîné, le visage tragique. Le traiteur? La maison Bocuse, ils viennent de nous appeler. Ils ont des problèmes de trésorerie, un redressement judiciaire imminent. Ils ne peuvent plus assurer la prestation. Ils nous lâchent. J'étais abasourdie. Mais, c'est terrible. Comment est-ce possible, un nom comme ça? Je sais, c'est un cauchemar, a continué Corinne. Mais nous avons trouvé une solution. Un autre grand nom de la région peut prendre le relais, mais vu le délai, ils exigent le paiement intégral de la prestation à la commande. Demain matin au plus tard. Elle a marqué une pause, pour l'effet dramatique. 15 000 euros. Le chiffre a explosé dans ma tête. 15 000 euros. C'était la somme exacte. La somme contenue dans notre bocal à rêve. Ce n'était pas une coïncidence. Elle savait. Ma mère a dû le leur dire. Un froid glacial m'a envahi. J'ai regardé ma mère. Elle a détourné le regard. Nous avons besoin que tu nous avances l'argent, Solange, a dit Geneviève, comme si elle me demandait de lui passer le sel. Tu fais un virement demain matin, et tout est réglé. Bastien te remboursera après le voyage de noces. La demande était si monstrueuse, si effrontée, que je n'ai pas pu répondre tout de suite. J'ai senti le regard inquiet d'Élise sur moi. Elle avait arrêté de dessiner. Vous voulez que je prenne l'argent des études d'Élise pour payer le traiteur du mariage de Corinne, ai-je réussi à articuler. Ce n'est pas pour le traiteur, c'est pour ta sœur. Pour la famille, a répliqué ma mère, sa voix montant d'un cran. Mais, pourquoi moi? Bastien, sa famille est riche. Et toi, maman? Et Corinne, avec son salaire? Corinne a levé les yeux au ciel. Bastien paie déjà le château. Maman a couvert les fleurs et l'orchestre. Je paie tout le reste. On a toutes mis la main à la poche, Solange. C'est à ton tour de faire un effort. Un effort? C'est tout ce que j'ai. Ce sont 5 années de ma vie, de la vie d'Élise. C'est son avenir. Ma mère a alors posé sa main sur la mienne, un geste faussement compatissant. La famille passe avant tout. Corinne ne se marie qu'une fois. Élise a encore le temps pour ses études. Et puis, si jamais, elle pourra toujours faire un prêt étudiant, comme tout le monde. Cette dernière phrase m'a fait l'effet d'un coup de poing. Comme tout le monde. C'était tout le but de mes sacrifices, qu'elle n'ait pas à être, comme tout le monde, qu'elle puisse commencer sa vie d'adulte sans le fardeau d'une dette. J'ai retiré ma main. Non. Je suis désolée, mais c'est non. Je peux vous aider, je peux vous donner 1 000 euros, tout ce que j'ai sur mon compte courant, mais je ne toucherai pas à l'épargne d'Élise. Le visage de ma mère s'est durci. C'est tout ou rien, a sifflé Corinne. Le nouveau traiteur n'accepte pas de paiement partiel. Alors ce sera rien, ai-je dit fermement, ma voix tremblant à peine. C'est là que le masque est tombé. Ma mère m'a fusillé du regard. Tu es une égoïste. Tu n'as jamais pensé qu'à toi et à ta fille. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Corinne s'est levée. Très bien. Alors ne prends même pas la peine de venir au mariage. Ni toi, ni elle. Que feriez-vous à ma place? Auriez-vous cédé face à une telle pression, à un tel chantage affectif de la part de votre propre famille? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois, j'y repense encore, et je me demande si j'aurais dû voir la suite arriver. Le trajet du retour fut silencieux. Les lumières de la ville défilaient à travers la vitre, mais je ne voyais rien. J'étais aveuglée par la rage et le chagrin. Élise était blottie contre moi sur la banquette arrière du taxi. Pourquoi mamie et tati Corinne étaient en colère, maman, a-t-elle demandé d'une toute petite voix. Les enfants sentent tout. Ils comprennent bien plus qu'on ne le croit. Je lui ai caressé les cheveux. C'est une histoire d'argent, ma chérie. Une histoire d'adulte compliquée.
Elle a réfléchi un instant. Si c'est pour l'argent dans notre bocal, tu peux leur donner. Si ça peut leur faire plaisir. Sa générosité, son innocence, m'ont brisé le cœur. Des larmes que j'avais retenues toute la soirée ont commencé à couler sur mes joues. Non, mon trésor. Cet argent, c'est pour toi. C'est pour tes rêves. Et personne n'a le droit de te prendre ça. Personne. C'était une promesse que je me faisais à moi-même autant qu'à elle. Une fois Élise couchée, j'ai appelé ma meilleure amie, Manon. Je lui ai tout raconté, la voix entrecoupée de sanglots. Manon est mon ancre, ma famille de cœur. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas hésité une seconde. Solange, c'est de la manipulation pure et simple. Tu es sûre de cette histoire de traiteur en faillite? Ça sent l'arnaque à plein nez. Bocuse, vraiment? Ils sont solides comme un roc. Corinne et ta mère sont des manipulatrices, elles te testent pour voir jusqu'où elles peuvent te pousser. Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille, ai-je demandé, même si au fond, je connaissais la réponse. Parce que Corinne est jalouse, Solange. Pas de ton argent, mais de toi. De la relation que tu as avec Élise. De ta force. Elle a besoin de te rabaisser pour se sentir supérieure. Et ta mère est sa complice, comme toujours. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tiens bon, a dit Manon avec fermeté. Ne leur donne pas un centime. Et pour le mariage, la décision te revient. Si tu n'y vas pas, elles diront que tu es une mauvaise sœur aigrie. Si tu y vas, tu devras supporter leur mépris. Mais si tu y vas la tête haute. Pour toi, et pour Élise. Pour montrer que vous n'êtes pas des victimes. J'ai raccroché, le cœur un peu plus léger. Manon avait raison. C'était un jeu de pouvoir malsain. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures assise dans mon salon, à regarder le bocal à rêve qui scintillait sous la lumière de la lune. Il représentait tout ce qui était bon et pur dans ma vie. L'amour, le sacrifice, l'espoir. Je ne laisserai pas leur toxicité le souiller. Le lendemain, il n'y a eu aucun appel. Ni de ma mère, ni de ma sœur. Le silence était une forme de punition. 2 jours avant le mariage, j'ai reçu un SMS laconique de Corinne. Tu peux quand même venir. Mais ne t'attends pas à être bien accueilli. Pas d'excuses. Pas de remords. Juste une concession condescendante. J'ai regardé Élise, qui finissait sa nouvelle robe, une jolie robe bleue toute simple que nous avions trouvée ensemble. Son excitation pour le mariage était encore là, un peu ternie, mais présente. Je ne pouvais pas la priver de ça. Et je ne pouvais pas leur donner la satisfaction de nous voir nous effacer. J'ai répondu à Corinne, nous serons là. À ce moment-là, j'ai cru que le pire était derrière nous. J'étais naïve. J'ai cru qu'en y allant, je montrerais ma maturité. J'ai cru que nous pourrions passer cette journée, rester dignes, et ensuite prendre nos distances. J'avais tellement tort. Rester avec moi pour découvrir comment cette journée, qui aurait dû être une célébration, s'est transformée en la pire de ma vie. Le jour du mariage, le ciel était d'un bleu éclatant, presque ironique. Nous avons pris la route pour le Beaujolais. Le lieu de la réception était le château de Bagnols, un monument historique transformé en hôtel de luxe. En arrivant, j'ai eu le souffle coupé. Des voituriers garaient des voitures de sport, des serveurs proposaient des coupes de champagne aux invités sur le perron. C'était d'une opulence indécente. Chaque détail, des compositions florales monumentales au lustre en cristal, hurlait l'argent. Et chaque cri de richesse était comme un écho à leurs mensonges. Il n'y avait jamais eu de problème de traiteur. C'était une évidence. Élise était émerveillée. On dirait le château de la Belle au bois dormant, maman, a-t-elle chuchoté en lissant sa robe bleue. J'ai redressé les épaules, lissant ma propre robe, une location de dernière minute. Je me sentais comme une usurpatrice, une intruse dans ce monde qui n'était pas le mien. Ma mère nous a accueillis à l'entrée. Son sourire était aussi faux que les perles à son cou. Elle m'a fait une bise glaciale, sans me regarder dans les yeux, et a à peine adressé un signe de tête à Élise. Corinne se prépare. La cérémonie commence dans 1 heure. Essayez de trouver des places vers le fond, s'il vous plaît.
Le mépris dans sa voix était palpable. Nous étions une gêne, une tache sur son tableau parfait. Nous avons erré dans les jardins, Élise prenant des photos avec mon téléphone. C'est là que j'ai aperçu une femme d'une grande élégance, aux cheveux argentés, qui discutait avec un groupe d'invités. Nos regards se sont croisés. Elle m'a offert un sourire chaleureux. Un peu plus tard, alors qu'Élise s'était assise sur un banc pour dessiner le pigeonnier du château, cette même femme s'est approchée de nous. « Excusez-moi de vous déranger », a-t-elle dit d'une voix douce. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le talent de cette jeune artiste. Elle s'est penchée vers Élise. « Tu as un talent incroyable, ma petite. » « C'est magnifique. » Élise a rougi de plaisir. « Je m'appelle Isabelle Richard », a-t-elle ajouté en me tendant la main. C'est là que j'ai compris. C'était la mère de Bastien, la mère du marié. « Solange », ai-je répondu, surprise par sa gentillesse. « Et voici Élise. » Isabelle a souri à ma fille. « Élise, tu as des yeux très semblables à ceux de ta maman. Des yeux bienveillants. » Cette brève conversation a été comme un rayon de soleil dans une journée qui s'annonçait sombre. Une petite connexion humaine au milieu de la froideur de ma propre famille. Je ne savais pas encore que cette femme allait changer le cours de nos vies. La cérémonie fut belle, il fallait l'admettre. Corinne était éblouissante. Mais pendant l'échange des vœux, je n'ai pu m'empêcher de voir la mascarade. À la réception, nous avons découvert que nous étions assignés à la table la plus éloignée de la table d'honneur, la table des enfants et des cousins éloignés. L'humiliation était claire. Le pire est arrivé pendant les discours. Quand Corinne a pris le micro, après avoir remercié tout le monde, elle a ajouté « Je voudrais aussi avoir un petit mot pour ma grande sœur, Solange. » Tous les regards se sont tournés vers moi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Solange, qui nous a prouvé que même en étant mère célibataire et en ayant une vie, disons, plus simple, on peut toujours trouver une jolie robe de location. Quelques rires gênés ont éclaté dans la salle. Elle a continué, elle m'a toujours appris l'importance de l'argent, surtout quand on n'en a pas. C'est sans doute pour ça qu'elle est si économe. Une vraie inspiration pour nous tous. C'était cruel, public et calculé. Elle ne se contentait pas de m'humilier, elle me peignait comme une femme avare et jalouse devant toute la famille de son mari. J'ai senti mes joues brûler. J'ai gardé la tête haute, fixant mon assiette, tandis qu'Élise me prenait la main sous la table. Le repas qui a suivi était une torture. Chaque plat gastronomique, chaque verre de vin grand cru, me rappelait les 15 000 € qu'elles avaient essayé de m'extorquer. J'ai compris leur plan. Elles voulaient que je voie tout ce que mon argent aurait pu payer, que je me sente coupable, que je regrette. Mais en regardant le visage inquiet de ma fille, je n'ai ressenti aucun regret. Juste une colère froide et une certitude, j'avais fait le bon choix. La question était, à quel prix ? Le reste de la réception s'est déroulé dans un brouillard. J'ai fait semblant de sourire, j'ai échangé des banalités avec les autres invités de notre table lointaine, tout en m'assurant qu'Élise mangeait et s'amusait autant que possible. Mais à l'intérieur, j'étais en ébullition. L'humiliation publique de Corinne avait été la dernière attaque. La corde était tendue à son maximum. Vers 10 heures du soir, j'ai vu Élise bâiller discrètement et se frotter les yeux. La journée avait été longue et éprouvante. C'était le signal que j'attendais. Il était temps de partir, de fuir cet environnement toxique. J'ai attendu une accalmie dans la musique pour me lever. « On va y aller, ma chérie », ai-je murmuré à Élise. C'est à ce moment-là que ma mère a surgi à notre table, son sourire figé par le champagne. « Tu ne comptes pas partir maintenant, j'espère ? » La pièce montée n'a même pas été coupée. Il se fait tard pour Élise, maman. Elle est fatiguée. Oh, bien sûr, a-t-elle répliqué avec un sarcasme à peine voilé. Il y a toujours une excuse. Tu ne peux pas faire un effort, pour une fois, pour ta sœur ? Avant que je puisse répondre, Corinne nous a rejointes. Elle avait troqué sa robe de mariée pour une seconde robe de soirée, tout aussi extravagante, et ses yeux brillaient d'une lueur étrange, un mélange d'alcool et de triomphe. Alors, la Cendrillon du fond de la salle veut déjà rentrer ? Le carrosse va se transformer en citrouille ? J'ai pris une profonde inspiration, cherchant le calme. Ton mariage est magnifique, Corinne. Nous sommes heureuses d'être venues,
mais il est vraiment temps pour nous de partir. Partir, a-t-elle répété, sa voix montant d'un cran. Tu ne vas nulle part. Tu as déjà failli tout gâcher avec tes histoires d'argent, tu ne vas pas en plus gâcher ma soirée en partant comme une voleuse. Tu vas rester et regarder mon bonheur jusqu'au bout. Son ton était devenu agressif, presque menaçant. Plusieurs invités des tables voisines se sont tournés vers nous, curieux. Corinne, arrête. Tu te donnes en spectacle, ai-je dit à voix basse, en essayant de la calmer. C'est moi qui me donne en spectacle, a-t-elle crié, attirant encore plus l'attention. C'est toi qui essaies de saboter mon mariage depuis le début. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi, de ma réussite, de mon bonheur. Bastien est arrivé, l'air inquiet. Corinne, mon amour, que se passe-t-il? C'est elle. Elle veut partir. Après tout ce qu'on a fait pour l'inviter, elle ne peut même pas rester jusqu'à la fin, a-t-elle geint, se transformant soudain en victime. J'ai décidé de ne pas entrer dans son jeu. J'ai pris la main d'Élise. Nous partons. Félicitations encore à vous deux. J'ai commencé à me diriger vers la sortie, Élise me serrant la main très fort. Je sentais des dizaines de regards posés sur nous. Mon seul objectif était de sortir de là, de protéger ma fille de cette folie. Mais Corinne n'avait pas dit son dernier mot. Tu ne me tournes pas le dos. Pas le jour de mon mariage, a-t-elle hurlé derrière moi. Je l'ai ignorée et j'ai continué à marcher. Je n'ai pas vu le moment où elle s'est lancée à ma poursuite. Je n'ai pas vu la haine pure déformer son visage. Son visage s'est tordu de rage. Et puis, son regard s'est posé sur Élise. Ce que j'ai vu dans ses yeux à ce moment-là m'a glacé le sang. Ce n'était plus de la colère. C'était une cruauté froide et calculée. Elle avait trouvé une nouvelle façon de me faire mal, la pire de toutes. Et avant que je puisse réagir, l'impensable s'est produit. Le temps a semblé se figer. Un silence s'est abattu sur la salle de réception, comme si tout le monde avait senti que la limite venait d'être franchie. Corinne a fait un pas, puis un autre. Ses mouvements étaient rapides, prédateurs. Avant que je puisse me retourner complètement pour protéger Élise, ma sœur a tendu la main. Je vois encore la scène au ralenti. Je vois ses doigts, avec leurs ongles manucurés d'un rouge sanglant, se refermer sur la longue chevelure brune de ma fille. Un cri. Pas un cri de petite fille. Un cri de douleur pure, aigu, qui a transpercé la musique et les conversations. Corinne a tiré. Elle a arraché Élise de mes côtés, la tirant en arrière par les cheveux. Tu t'es souci tellement d'elle, n'est-ce pas, a-t-elle hurlé, son visage déformé par une rage que je ne lui avais jamais vue. Plus que de ta propre sœur. Lâche-la, ai-je crié, en me jetant vers elle. Mais ma mère, Geneviève, s'est interposée. Elle m'a attrapée par les bras, sa poigne étonnamment forte. Arrête, Solange. Tu ne fais qu'envenimer les choses. C'est de ta faute. De ma faute? Mon cerveau n'arrivait pas à comprendre. Ma propre mère me retenait pendant que son autre fille agressait mon enfant. Pendant ce temps, Corinne traînait Élise en pleurs vers la petite estrade où l'orchestre avait cessé de jouer. Les musiciens regardaient, horrifiés, leurs instruments silencieux. Les invités étaient debout, figés, des centaines de témoins pétrifiés. Élise se débattait, ses petites mains essayant d'arracher les doigts de Corinne de ses cheveux. Tati, s'il te plaît, tu me fais mal, sanglotait-elle. Tais-toi, a sifflé Corinne. Et puis, le deuxième son. Un son sourd, horrible. Le son d'un crâne heurtant un mur. Corinne venait de projeter la tête d'Élise contre le mur du fond de l'estrade. Ma fille a gémi, son corps s'est affaissé. J'ai hurlé, une rage primale montant du plus profond de mon être. Je me suis débattue avec une force que je ne me connaissais pas et je me suis libérée de l'emprise de ma mère. J'ai couru vers l'estrade, renversant une chaise sur mon passage. Corinne, arrête. En me voyant approcher, une lueur de pure méchanceté a traversé ses yeux. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Un dernier acte de vengeance. Un dernier message. Elle a poussé Élise. L'estrade n'était pas haute, peut-être 1 mètre. Mais Élise est tombée en déséquilibre, son corps mou. Sa tête a heurté l'angle d'une table basse qui se trouvait juste en dessous. Le bruit fut sec, brutal.
Puis elle s'est effondrée sur le sol, un petit tas inerte dans sa jolie robe bleue. Élise. Le monde a cessé d'exister. Il n'y avait plus que le corps de ma fille sur le sol. Je suis tombée à genoux à côté d'elle. Du sang commençait à couler de son front, juste au-dessus de son œil. Ses yeux étaient mi-clos, elle était sonnée. Maman? A-t-elle gémi, sa voix à peine un murmure. J'ai mal. Je l'ai prise dans mes bras, la berçant, essayant de vérifier si elle n'avait rien d'autre. J'ai senti son petit corps trembler de choc et de douleur. Au-dessus de nous, sur l'estrade, Corinne se tenait droite, sa robe blanche immaculée contrastant avec l'horreur de la scène. Elle a pointé un doigt accusateur vers moi. « Regarde ce que tu m'as fait faire », a-t-elle crié à travers la salle silencieuse. « Tu as tout gâché. Tu gâches toujours tout. » Sa logique était si tordue, si folle, que j'en suis restée sans voix. Elle venait d'agresser une enfant, sa propre nièce, et elle me tenait pour responsable. Bastien s'est finalement approché d'elle, le visage blême. « Corinne, qu'est-ce que tu as fait ?» Ma mère s'est précipitée, mais pas vers Élise. Vers Corinne. Pour la réconforter. Le sang d'Élise tachait mes mains. Je me sentais impuissante, seule au milieu de ce cauchemar. J'ai levé la tête, cherchant de l'aide, un visage ami. C'est à ce moment-là que les grandes portes de la salle de réception se sont ouvertes à la volée. Et tout a changé. Dans l'encadrement de la porte se tenait Isabelle Richard. Elle avait dû sortir prendre l'air et revenait au cœur du chaos. Son visage, habituellement serein, était un masque de stupeur. Ses yeux vifs ont balayé la scène en une fraction de seconde, moi, à genoux, berçant ma fille en sang, Corinne, sur l'estrade, en pleine crise de nerfs, ma mère essayant de la calmer, et des centaines d'invités, muets et horrifiés. Le silence dans la salle était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Corinne, qui était en train de hurler sur Bastien, s'est arrêtée net. Son visage a perdu toutes ses couleurs. Non. A-t-elle murmuré. Pour la première fois de la soirée, elle avait l'air effrayée. Isabelle a traversé la salle. Elle ne marchait pas, elle fendait la foule. Chacun de ses pas était empreint d'une autorité naturelle qui forçait le respect. Elle n'a pas regardé son fils, ni sa nouvelle belle-fille. Elle est venue directement vers nous. Elle a ignoré sa robe de créateur et s'est agenouillée à mes côtés sur le sol taché. « Je suis Isabelle Richard », a-t-elle dit d'une voix calme mais ferme, comme si nous ne nous étions jamais vus. « Je suis juge au tribunal de la famille. Dites-moi ce qui s'est passé. » Sa voix était si posée qu'elle a brisé ma propre panique. J'ai réussi à articuler, entre deux sanglots, « Ma sœur, elle a poussé ma fille. Elle a frappé sa tête. » Le regard d'Isabelle s'est durci. Elle a doucement examiné la blessure d'Élise. Cet enfant a besoin de voir un médecin. Immédiatement. Corinne, retrouvant une once de contenance, est descendue de l'estrade, suivie par Bastien, l'air complètement perdu. « Isabelle, ce n'est pas ce que vous croyez », a-t-elle commencé, sa voix stridente. C'est une petite dispute de famille qui a mal tourné. Isabelle s'est relevée lentement, faisant face à Corinne. Elle la dominait de toute sa hauteur et de toute son autorité. J'ai vu, Corinne. De la porte. J'ai vu que vous avez traîné cet enfant par les cheveux. Je vous ai vu lui frapper la tête contre le mur. Et je vous ai vu la pousser de l'estrade. Ce ne sont pas des interprétations. Ce sont des faits. Ma mère s'est alors précipitée. Isabelle, vous devez comprendre. Solange a provoqué cette situation. Elle a refusé d'aider sa propre sœur pour le mariage. Corinne était sous une pression énorme. Le regard qu'Isabelle a lancé à ma mère était glacial. Madame, êtes-vous en train de me dire qu'un refus d'aide financière justifie l'agression physique d'une enfant de 9 ans? Êtes-vous en train de défendre cet acte? Geneviève a bafouillé, soudain intimidée. Non, mais, le contexte est important. En effet, a répondu Isabelle. Le contexte, c'est qu'une mariée vient d'agresser sauvagement une enfant devant 300 témoins. Le contexte, c'est un crime. Le mot a résonné dans la salle. Crime. Elle s'est alors tournée vers la foule. Y a-t-il un médecin parmi nous? Un homme plus âgé s'est avancé timidement.
Je suis le docteur Fournier, généraliste. Docteur, auriez-vous l'amabilité d'examiner cette petite? Je crains une commotion cérébrale, a demandé Isabelle. Le docteur s'est agenouillé près de nous, a vérifié les pupilles d'Élise, lui a posé quelques questions simples. Elle a probablement une légère commotion, oui. La coupure n'est pas profonde, mais elle doit être surveillée. Je recommande un passage aux urgences par précaution. Merci, docteur, a dit Isabelle. Elle a sorti son téléphone. Mon chauffeur vous emmène à l'hôpital immédiatement. Je vais les prévenir de votre arrivée. C'est ridicule, a crié Corinne. C'est juste une bosse. Elle fait tout ce cinéma pour gâcher mon mariage. C'est Bastien qui a finalement explosé. Tais-toi, Corinne. Tais-toi. J'ai tout vu. Tout le monde a tout vu. Isabelle s'est approchée de son fils. Bastien, il faut que je te parle. En privé. Maintenant. Alors qu'il s'écartait, elle s'est tournée une dernière fois vers la salle. Sa voix apportée, claire et sans appel. Mesdames et messieurs, en raison de circonstances malheureuses, la réception est terminée. Je vous prie de bien vouloir récupérer vos effets personnels et de quitter les lieux dans le calme. Personne n'a protesté. L'autorité d'Isabelle était absolue. Le mariage de princesse de ma sœur venait de prendre fin. Et le procès, lui, ne faisait que commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le trajet en voiture jusqu'à l'hôpital fut surréaliste. Nous étions à l'arrière d'une berline de luxe silencieuse, laissant derrière nous un château de contes de fées transformé en scène de crime. Élise était blottie contre moi, un pansement improvisé sur le front. Elle ne pleurait plus, mais son petit corps était secoué de tremblements. « Pourquoi Tati Corinne a fait ça, maman ?» a-t-elle demandé dans un souffle. Que répondre à ça? Parfois, les adultes font des choses terribles quand ils sont en colère, mon amour. Mais ce n'est jamais, jamais de ta faute. Aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot, nous avons été prises en charge immédiatement. Le nom d'Isabelle Richard avait visiblement un certain poids. Le médecin a confirmé le diagnostic du docteur Fournier, une commotion cérébrale légère et une coupure superficielle. Après avoir nettoyé et pansé la plaie correctement, il nous a dit qu'il préférait garder Élise en observation pour la nuit, par simple précaution. Alors que nous attendions dans le calme aseptisé d'un box des urgences, le poids des événements s'est abattu sur moi. Ma sœur. Ma propre sœur avait fait ça. Et ma mère l'avait laissé faire. Pire, elle l'avait défendu. Si Isabelle n'était pas intervenue, jusqu'où seraient-elles allées? La culpabilité me rongeait. J'aurais dû la protéger. J'aurais dû partir plus tôt. La porte du box s'est ouverte doucement. C'était Bastien. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Son smoking était froissé, ses cheveux en désordre. Je peux entrer, a-t-il demandé timidement. J'ai hoché la tête. Il s'est approché du lit d'Élise. Bonsoir Élise. Je suis ton oncle, Bastien. On n'a pas vraiment eu le temps de faire connaissance. Élise l'a regardé, ses grands yeux fatigués. Je voulais te dire que je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé. Ce que Corinne a fait est impardonnable. Il n'y a aucune excuse. Élise, avec la franchise brutale des enfants, a demandé, tu savais qu'elle allait me faire du mal? Le visage de Bastien s'est décomposé. Non. Jamais. Je ne savais pas qu'elle était capable d'une chose pareille. Si j'avais su. Il s'est interrompu, puis a semblé prendre une décision. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais épousée. La déclaration a flotté dans l'air, lourde de conséquences. Et maintenant, ai-je demandé. Il a passé une main lasse dans ses cheveux. Je ne sais pas. Je lui ai dit qu'elle devait chercher une aide professionnelle immédiatement, sinon je demanderais l'annulation du mariage. Une question me brûlait les lèvres. Bastien, il n'y a jamais eu de problème de traiteur, n'est-ce pas? Il m'a regardé, l'air sincèrement confus. Un problème de traiteur? De quoi tu parles? Je lui ai alors raconté le dîner au Célestin,
la faillite inventée de Bocuse, la demande de 15 000 euros. Son expression est passée de la confusion au choc, puis à une colère froide. Il n'y a jamais eu de crise, a-t-il dit, sa voix blanche. Nous avons réservé ce traiteur il y a 6 mois et versé un acompte. Ils n'ont jamais menacé d'annuler. Alors, pourquoi cet argent, ai-je demandé, même si je devinais la réponse. Bastien a eu l'air écœuré. Corinne, elle voulait qu'on surclasse notre voyage de noces. Passer de la première classe à un jet privé. Je lui ai dit que c'était ridicule et inutile. Elle m'avait dit qu'elle utiliserait ses propres économies. Il m'a regardé, les yeux pleins de honte. Elle a essayé de te prendre cet argent pour ça. Pour un caprice. Et elle a impliqué ta mère dans ce mensonge. La dernière pièce du puzzle venait de se mettre en place. Tout ça pour un jet privé. Ils avaient terrorisé ma fille, détruit notre famille, pour un putain de jet privé. Solange, je suis infiniment désolée, a répété Bastien. Je n'avais aucune idée. Ce n'est pas de votre faute, ai-je répondu, et je le pensais. Il s'est tourné à nouveau vers Élise. Élise, je veux que tu saches que ta tante sera punie pour ce qu'elle a fait. Et je veux personnellement couvrir toutes les dépenses, l'hôpital, et si tu as besoin de parler à quelqu'un, un psychologue, tout. Et Solange, a-t-il ajouté, ma mère m'a parlé de ce fonds d'études que vous avez mis tant de temps à constituer. C'est admirable. Je veux vous aider à le reconstituer, et même plus. Bastien, ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est, a-t-il insisté. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Mais je peux au moins m'assurer que vous n'en subissiez pas les conséquences financières. Alors que nous parlions, la porte s'est ouverte à nouveau. C'était Isabelle. Elle avait un thermos de café et des croissants. Elle nous a souri tristement. Les nuits à l'hôpital sont longues. Elle m'a ensuite expliqué les options qui s'offraient à moi. Porteur plainte au pénal. Demander une ordonnance de protection. Gérer ça en privé, sous conditions strictes. Prenez votre temps, Solange, a-t-elle conseillé. Quelle que soit votre décision, je vous soutiendrai. Pour la première fois de la soirée, je ne me sentais plus seule. J'avais des alliés. Des alliés puissants. La semaine qui a suivi le mariage fut un tourbillon étrange. La nouvelle de l'incident s'est répandue comme une traînée de poudre dans nos cercles familiaux et amicaux. Certains m'ont appelé pour m'apporter leur soutien, d'autres ont prudemment gardé leur distance, ne voulant pas être impliqués dans un drame familial. Physiquement, Élise s'est remise très vite. L'ecchymose sur son front s'est estompée, les symptômes de sa commotion ont disparu. Mais les blessures invisibles étaient plus profondes. Elle faisait des cauchemars, devenait anxieuse dès que des voix s'élevaient autour d'elle. Elle me demandait sans cesse pourquoi sa tante et sa grand-mère avaient été si méchantes. Sur les conseils d'Isabelle, et avec le soutien financier total de Bastien, j'ai pris rendez-vous pour elle avec une pédopsychiatre spécialisée dans les traumatismes. 3 jours après le mariage, j'ai reçu un SMS de Corinne. Désolée que les choses aient dégénéré. J'espère qu'Élise va mieux. La pauvreté de ses excuses était sidérante. Aucune reconnaissance de son agression, aucune prise de responsabilité. Juste une formule passive, les choses ont dégénéré, comme si elle n'y était pour rien. Je n'ai pas répondu. Ma mère, elle, a appelé plusieurs fois, laissant des messages vocaux de plus en plus exaspérés. Solange, tu dois parler à ta sœur. Elle est dévastée. Ton silence n'aide personne à guérir. Les familles se disputent, puis elles se réconcilient. Je ne comprends pas pourquoi tu es si difficile. J'ai fini par lui envoyer un simple texto. Maman, ce que Corinne a fait n'était pas une dispute. C'était une agression sur une enfant. Tant que vous ne reconnaîtrez pas cette réalité, nous n'avons rien à nous dire. Elle n'a plus appelé après ça. Une semaine après les faits, j'ai pris ma décision. Après avoir consulté l'avocate recommandée par Isabelle, j'ai choisi de ne pas engager de poursuite pénale, un processus qui aurait été long et potentiellement traumatisant pour Élise. À la place, nous avons déposé une requête pour une ordonnance de protection, avec des conditions très strictes pour tout contact futur. Les conditions n'étaient pas négociables. Corinne devait s'engager dans une thérapie de gestion de la colère et un suivi psychologique pendant au moins 1 an, avec des rapports réguliers soumis à l'avocat.
Elle devait écrire une lettre d'excuse manuscrite, non pas à moi, mais à Élise, dans laquelle elle reconnaissait l'entière responsabilité de ses actes. Elle n'aurait aucun contact, direct ou indirect, avec Élise. Toute tentative de contact serait considérée comme une violation de l'ordonnance et entraînerait des poursuites immédiates. Bastien a soutenu ces conditions à 100%. Il a divorcé de Corinne peu après. Isabelle, quant à elle, a été un soutien incroyable. Un jour, alors que nous prenions un café, elle m'a dit « Solange, je connais la directrice d'une association de défense des droits des femmes. Il cherche une assistante de direction. Le salaire est bon, les horaires sont compatibles avec l'école d'Élise. Je pense que vous seriez parfaite pour le poste. » J'étais stupéfaite. Mais, vous me connaissez à peine. Elle m'a souri. J'en sais assez. Je sais que vous êtes une mère lionne qui a fait passer la sécurité de son enfant avant tout. Ces qualités sont rares. J'ai obtenu le poste. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus besoin de cumuler 2 emplois. Je pouvais être là pour Élise quand elle rentrait de l'école. C'était un nouveau départ. Le dernier acte s'est joué quelques mois plus tard. Ma mère s'est présentée à ma porte sans prévenir. Ça a assez duré, a-t-elle déclaré en entrant sans y être invitée. Tu dois pardonner à ta sœur. La famille est trop importante. Je suis restée calme, une compétence que j'avais apprise grâce à ma propre thérapie. Maman, pardonner ne signifie pas que je dois laisser des personnes dangereuses s'approcher de ma fille. J'ai passé ma vie à essayer de te faire plaisir, à ignorer les injustices pour maintenir la paix. J'ai fini. Ma priorité absolue, ma seule priorité, c'est la sécurité physique et émotionnelle d'Élise. C'est ma nouvelle frontière. Tu es la bienvenue de ce côté de la frontière si tu acceptes la vérité sur ce qui s'est passé. Sinon, la porte restera fermée. Elle m'a regardée comme si j'étais une étrangère. Tu es devenue dure, Solange. Non, maman, ai-je répondu doucement. Je suis devenue mère. Elle est partie en colère. Ce fut la dernière fois que je l'ai vue. Ce fut une décision douloureuse, mais nécessaire. Le temps a passé. Les saisons ont changé sur les pentes de la Croix-Rousse. La vie a repris son cours, mais différemment. Une nouvelle normalité s'est installée, plus calme, plus saine. Élise a continué sa thérapie. Lentement, les cauchemars se sont espacés. Elle a recommencé à remplir des carnets entiers de ses dessins, plus colorés que jamais. Sa thérapeute m'a dit un jour, les enfants ont une résilience incroyable. Avec un soutien constant et un environnement sûr, ils peuvent guérir des blessures les plus profondes. Mon nouveau travail était plus qu'un simple gagne-pain. C'était une vocation. Aider d'autres femmes à sortir de situations abusives, à se reconstruire, donner un sens nouveau à ma propre histoire. J'étais entourée de collègues bienveillants qui comprenaient mon parcours sans que j'aie besoin de tout expliquer. Et puis, il y a eu l'imprévu. Une conséquence inattendue de ce drame. Notre relation avec Bastien et Isabelle. Ils ne sont pas sortis de nos vies une fois la crise passée. Au contraire. Ils sont devenus une présence constante et douce. Bastien, qui avait besoin de se reconstruire après la trahison de Corinne, a trouvé en Élise une nièce de cœur. Il venait souvent le week-end, l'emmenait au musée, au parc. Ils partageaient un amour pour l'art et les blagues stupides. Isabelle est devenue la grand-mère qu'Élise n'avait jamais vraiment eue, une femme sage et aimante qui l'écoutait avec une attention infinie. Un dimanche après-midi, nous étions tous les 4 dans le magnifique jardin d'Isabelle, près de Lyon. Bastien était au barbecue, et je regardais Élise et Isabelle planter des rosiers, les mains pleines de terre, riant aux éclats. Bastien s'est approché de moi. « Vous êtes la lueur d'espoir dans tout ce gâchis », m'a-t-il dit doucement. J'ai perdu une femme, mais j'ai gagné une nièce et une amie. Ce soir-là, en bordant Élise, elle m'a demandé quelque chose qui m'a prise au dépourvu. « Maman, est-ce que tu es triste que mamie Geneviève et tati Corinne ne soient plus dans nos vies ?» J'ai réfléchi avant de répondre. Je suis triste des choix qu'elles ont faits, mon amour. Je suis triste de la famille que nous aurions pu être. Mais je ne suis pas triste de te protéger. Je ne suis pas triste d'avoir créé une vie plus sûre et plus heureuse pour nous. Elle a hoché la tête, pensive. Isabelle dit que parfois,
La famille qu'on choisit est plus importante que la famille où on est né. Isabelle est très sage, ai-je souri. Je crois qu'on a choisi une bonne famille, a-t-elle déclaré en se blottissant sous sa couette. Toi, moi, Isabelle et Bastien. J'ai embrassé son front, là où la cicatrice avait presque disparu. Oui, mon trésor. Je crois aussi. Le chemin a été difficile, mais il nous a menés vers la paix. J'ai appris qu'établir des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de survie et d'amour-propre. J'ai appris que le véritable amour familial protège, il ne détruit pas. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec votre famille? Comment avez-vous géré la situation? Partagez vos expériences dans les commentaires, vos histoires peuvent aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Si cette histoire vous a touché, merci de laisser un like, de vous abonner, et de la partager avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'il n'est pas seul et qu'il est possible de se reconstruire. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez jamais, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne savent pas vous apprécier.